Je m'appelle Émilie, et je n'oublierai jamais le jour où ma famille a tenté de nous faire disparaître, mon grand-père et moi, devant des centaines d'invités. Mon grand-père milliardaire, William, avait traversé le pays en avion pendant 6 heures pour assister au mariage de mon frère Michael. À 82 ans, son corps était fragile, mais sa fierté restait intacte. Pourtant, dès son arrivée, mes parents l'ont relégué derrière les poubelles comme un invité indésirable, au lieu de le considérer comme l'homme qui avait bâti notre réputation. La voix de ma mère m'a transpercé. Ce vieux vaudou va nous faire honte. J'ai senti la colère monter en moi. Quand j'ai haussé le ton, sa main s'est abattue sur mon visage. La colère a éclaté. Avant même que je puisse reprendre mon souffle, elle m'a ordonné de sortir. Humilié, les larmes me brûlaient les yeux, j'ai titubé vers les portes. 20 minutes plus tard, j'ai entendu le vrombissement des moteurs. Et quand son jet privé a atterri, tout a basculé. Le soleil printanier sur la Napa Valley était trop intense, presque moqueur, tandis que je marchais vers les portes du domaine viticole. Mes talons claquaient sur les pavés, un bruit plus fort que je ne l'aurais souhaité, chaque pas me rappelant que je n'étais pas à ma place. Des rangées d'oliviers bordaient l'allée. Des roses s'enroulaient autour de l'arche, et des serveurs passaient avec des plateaux de champagne. On ne m'a pas proposé de verre, pas une seule fois. J'ai aperçu mon reflet dans l'une des portes vitrées polies. Ma robe vert forêt, chinée dans une friperie de Boston, tombait maladroitement sur moi. Mes cheveux étaient lâchés, un peu décoiffés par le vent, et des taches de rousseur apparaissaient sous le maquillage que je n'avais pas pris la peine de refaire. Au milieu de cette mer de robes de créateur et de smoking, j'avais l'air d'une intruse. Émilie, la voix me figea. Ma mère, Linda, s'approcha avec ce sourire mesuré et carnassier qu'elle arborait lors des réceptions. Son regard me scruta. Chaussures, ourlets, décolleté, comme pour évaluer les dégâts. Correct, finit-elle par dire, les lèvres retroussées comme si le mot était une insulte. C'est tout ce que tu as à dire? Demandai-je doucement, la gorge serrée. Elle se pencha vers moi, son parfum si puissant qu'il me piquait. Tu es venu seule. Ne me fais pas regretter de t'avoir laissé entrer. Puis elle s'éloigna d'un pas vif, riant un peu trop fort avec une invitée en paillettes. Je restai là, cloué sur place. Mes mains serraient mon sac. Je ne m'attendais pas à une accolade, mais même pas à un signe de tête, même pas à un simple « je suis contente que tu sois venu ». Puis je le vis, mon frère, Michael, le chouchou. Il était entouré de ses amis de fac près des oliviers, un bras autour d'Olivia, sa fiancée, l'autre nonchalamment posé sur un verre de whisky ambré, son rire résonnant sur la terrasse, clair et franc, tandis que j'étais invisible. Michael, l'appelai-je en forçant un sourire. Il me regarda, son regard me parcourant comme si j'étais une étrangère demandant son chemin. « Oh, salut monsieur, te voilà. » Ses paroles étaient monocordes, brèves, et déjà son regard se reportait sur ses amis. Le regard d'Olivia suivit le mien un instant. La dentelle ivoire épousait ses formes comme cousues à sa peau. Son sourire était crispé, poli, désintéressé. Une chaleur me monta à la gorge. J'avais envie de faire demi-tour et de m'enfuir, mais quelque chose me retenait. Quelque chose d'obstiné. C'était ma famille, aussi brisée fut-elle, et je refusais de disparaître si facilement. Alors je restai à l'écart, serrant mon sac contre moi et faisant semblant de chercher quelqu'un qui se souciait de moi. Mais la vérité me pesait lourdement sur l'estomac. Je n'étais qu'une invitée à la fête de ma propre famille. Et peut-être même pas. Soudain, à travers les rires et le bruit du champagne, j'entendis le crissement des pneus sur le gravier. Une voiture de ville sombre ralentit et s'arrêta près du portail. Mon cœur fit un bond quand je vis la portière s'ouvrir. Grand-père William était arrivé. La portière s'ouvrit lentement. Et il était là, grand-père William. Son dos était légèrement voûté, ses pas prudents, mais ses yeux d'un bleu éclatant s'illuminèrent lorsqu'ils me virent. Il portait un costume bleu foncé un peu ample, une cravate légèrement de travers, et ses chaussures suffisamment cirées pour témoigner de ses efforts. À 82 ans, il n'aurait pas dû faire un si long voyage, mais il l'avait fait pour Michael. « Émilie » murmura-t-il d'une voix rauque mais assurée. « Tu es la seule pour qui ça vaille la peine de prendre l'avion. » Ma gorge se serra. Je me précipitai vers lui et l'enlaçai. Une légère odeur de chewing-gum à la menthe et d'après-rasage imprégnait sa veste. Un instant, le brouhaha du mariage s'estompa, et nous n'étions plus que nous deux, moi et la seule personne de la famille qui me voyait encore. Mais quand je regardai autour de moi, personne ne bougea. Ni mon père, Richard, qui feignait d'être fasciné par la carte des vins. Ni ma mère, qui astiquait son bracelet au soleil. Pas même Michael, qui ne fit même pas un signe de la main. Un employé apparut soudain, un bloc-notes à la main. « Par ici, monsieur », dit-il d'un ton sec en désignant l'autre bout de la terrasse. Je commençai à le suivre, mais je me figeai. Le chemin serpentait devant l'arche fleurie,
la fontaine, la cuisine extérieure, et s'arrêtait devant 2 chaises en plastique fin coincées entre des poubelles débordantes. Le bourdonnement des hôtes de la cuisine couvrait la musique des quatuors à cordes. J'avais le souffle coupé. « Excusez-moi, lancai-je au personnel. Il doit y avoir une erreur. » Il consulta son dossier médical, haussa les épaules et s'éloigna. Je me tournai vers ma mère, qui se tenait à moins de 6 mètres, sirotant du champagne comme si c'était de l'oxygène. « Pourquoi grand-père est-il assis là ?» demandai-je. Elle ne cligna même pas des yeux. Son regard me parcourut sans que je lui prête attention. Finalement, elle marmonna. « Il a insisté pour venir. Je lui ai dit qu'il ne s'amuserait pas. On ne fait pas la fine bouche quand on est dans le besoin. Mes pouino se serrerent. Ce n'est pas un mendiant. » Ses lèvres se pincèrent. Elle s'approcha, son murmure tranchant comme du cristal. « Ce vieil homme va nous faire honte. Sa façon de parler, sa façon de manger, son odeur. Je ne veux pas qu'il gâche la journée de Michael. » Je la fixai, cherchant une lueur d'humanité, mais en vain. Son visage était tendu, son regard froid. Elle ne faisait même plus semblant. Je regardai grand-père. Il était assis tranquillement sur sa chaise en plastique, les épaules voûtées, feignant de ne pas remarquer les ordures ni les regards compatissants des inconnus. Ses mains reposaient sur sa canne, ses jointures pâles. Ce fut comme un coup de poing dans l'estomac. Mon grand-père, celui qui avait bâti tout ce que possédait cette famille, avait tout jeté comme des ordures au mariage de son propre petit-fils. Et je sus alors que le silence n'était plus une option. Je sentais mon cœur battre la chamade tandis que les serveurs commençaient à conduire les invités à leur table. Des verres en cristal tintaient. Des rires flottaient à travers le vignoble. Et pourtant, je ne voyais que mon grand-père, 82 ans, assis près des poubelles, comme un invité de dernière minute. Mes mains tremblaient, mais je me suis levé. Je n'allais pas laisser passer ça. J'ai tapoté mon verre avec ma fourchette, son parfum délicat perçant le brouhaha. La conversation s'est éteinte. Des dizaines de visages se sont tournés vers moi. « Excusez-moi, » ai-je dit, la voix d'abord tremblante. J'ai pris une inspiration, redressé les épaules. J'ai juste une question. J'ai regardé mes parents droit dans les yeux, ma voix plus forte maintenant. Pourquoi mon grand-père est-il assis près des poubelles alors que des inconnus sont attablés à la table familiale? Des accolades ont fusé. Certains invités ont échangé des regards nerveux. D'autres se sont penchés en avant, curieux. Puis des talons ont claqué comme des coups de feu. Ma mère s'est précipitée vers moi, les yeux flamboyants. Ingrate, a-t-elle sifflé avant que je puisse broncher. Sa main m'a giflé violemment. Le bruit a résonné sur la terrasse comme un coup de fouet. Ma peau brûla instantanément, mais c'était l'humiliation qui me blessait le plus. Un murmure d'effroi parcourut la pièce. Quelqu'un laissa tomber une fourchette. Une autre murmura. « Elle a vraiment fait ça. » Je reculai en titubant, le visage entre les mains. Le monde bascula autour de moi pendant une seconde, mais je refusai de pleurer. Pas ici. Pas devant eux. Tu n'as rien à faire ici, siffla ma mère avec venin. Tu n'y as jamais eu ta place. Sors d'ici avant de nous faire encore plus honte. Elle claqua des doigts vers un employé à proximité. Suis-la dehors. J'avalai ma salive avec difficulté et redressai le menton, malgré ma vision trouble. Je ne faisais que réclamer du respect. Je murmurai en désignant grand-père William du doigt, mais personne ne bougea pour me défendre. Mon père détourna le regard, soudain fasciné par ses boutons de manchette. Michael se tortilla, mal à l'aise, mais ne dit rien. Olivia se pencha vers lui et murmura, l'expression indéchiffrable. Les employés hésitèrent, leurs yeux glissant entre ma mère et moi. Le regard de ma mère se durcit. Et finalement, il s'avança. « Très bien, » dis-je rapidement, la voix assurée malgré la douleur à la gorge. « Je peux sortir seule. » Je me retournai, mes talons s'enfonçant dans le gravier, ma jupe traînant sur les pierres poussiéreuses. La foule s'écarta en silence, une centaine de regards fixés sur moi. La honte m'enveloppa comme une seconde peau. Derrière moi, la voix de ma mère parvint, froide et claire. Ingrate, tout comme celle de son grand-père. Je ne me retournai pas. Je ne le pouvais pas. Mais lorsque j'atteignis le bord du patio, je sentis un mouvement. Grand-père William s'était levé de sa chaise. Lentement, péniblement, il s'approcha de moi. Il me glissa quelque chose dans la paume, un mouchoir de soie verte, effiloché sur les bords, brodé de la lettre E. J'entrelaçai mes doigts autour. Mes joues brûlaient encore du coup, mais son geste résonna comme une promesse. Et pour la première fois de la journée, je n'étais plus tout à fait seule. Assise sur un muret de pierre au bord du vignoble, je serrais si fort le mouchoir de grand-père dans mon poing que la broderie me lacérait la peau. La piqûre de ma mère me brûlait encore la joue. Mais le pire était le silence. Des centaines de regards me suivaient du regard, comme si j'étais une tache.
On entendait faiblement la musique et les rires depuis la terrasse. J'aurais presque pu croire que j'avais tout imaginé, jusqu'à ce que le son me parvienne. Un grondement sourd, régulier, plus lourd que n'importe quel moteur de voiture que j'ai jamais entendu. D'abord, j'ai cru entendre le tonnerre gronder dans la vallée. Mais soudain, le sol a tremblé sous mes talons. J'ai plissé les yeux vers le chemin de terre qui serpentait derrière le vignoble, me protégeant ainsi de la lumière du dimanche. C'est alors que je l'ai vu. Une Rolls-Royce noire et élégante est apparue, sa peinture captant la lumière dorée de fin d'après-midi. 2 4x4 noirs suivaient de près, leur moteur ronronnant sous une lumière parfaite. Les voitures ont ralenti, avançant comme une procession, d'une manière délibérée et puissante. Je me suis figé. L'atmosphère a changé. Même les oiseaux semblèrent s'immobiliser. La Rolls-Royce s'arrêta à quelques mètres. Un chauffeur en uniforme en sortit avec une hâte discrète et se précipita vers la portière arrière. Il l'ouvrit et s'éloigna de grand-père, non pas l'homme frêle et recroquevillé qui s'était extirpé d'une voiture de tourisme une heure plus tôt. Non, il s'agissait de William Hay, le milliardaire fondateur de Hay Vignard, celui dont le nom se murmurait dans les ventes aux enchères et les salons professionnels du vin. Son costume était cette fois parfaitement taillé. Un tissu bleu marine qui épousait ses formes. Ses chaussures brillaient comme des miroirs. Des lunettes de soleil protégeaient ses yeux. Mais ses épaules étaient inimitables. Droits, assures, inébranlables. 2 hommes en costume sombre l'encadraient, leurs mouvements vifs, balayant le sol du regard. Une présence rassurante. Ma bouche s'ouvrit de stupeur. Grand-père, murmurai-je, à peine capable de respirer. Il me vit aussitôt, s'arrêta, retira ses lunettes de soleil d'un geste délibéré, ses yeux clairs, fixes, familiers, croisant les miens. « Eh bien, ma chérie, dit-il d'une voix forte. Rien à voir avec le ton rauque qu'il avait employé auparavant. Prête à mettre le feu aux poudres. Je me levai lentement, serrant mon mouchoir plus fort, le cœur battant la chamade. Hein, que se passe-t-il? Il me tendit le bras, un sourire crispé se dessinant sur ses lèvres. On va voir si ton frère se souvient à qui appartient vraiment ce terrain. Mes jambes menaçaient de flancher. Est-ce qu'il est propriétaire de ce terrain? À Erptaïe, à Bassourdie. Les gardes se dirigèrent vers le portail latéral, celui-là même qui m'avait enchaîné quelques instants auparavant. Cette fois, le personnel ne les bloqua pas. L'un d'eux lui tint même le portail ouvert, jetant nerveusement des regards à grand-père. J'avalai ma salive avec difficulté, passai ma main dans celle de grand-père et le laissai me guider. Mes talons crissaient sur le gravier, mais je ne trébuchais pas. Pas cette fois. À chaque pas, la vérité me pesait davantage sur la poitrine. Ce n'était pas une location. C'était son vignoble, son empire. Et soudain, j'ai compris que j'allais assister à l'effondrement du monde que je croyais connaître. La musique de la salle de réception s'échappait par les portes-fenêtres ouvertes tandis que grand-père et moi franchissions le portail latéral. Les invités portaient un toast au milieu de la pièce, vers levé, leur rire se mêlant aux notes d'un quatuor à cordes. La voix de ma mère, amplifiée par un micro, résonnait dans la foule. Et bien sûr, rien de tout cela n'aurait été possible sans la vision de Michael, son ambition, son engagement. Ses mots se brisèrent comme du verre sous ses pas lorsqu'elle vit qui franchissait le portail. Grand-père n'hésita pas. Sa canne frappa le sol de pierre d'un rythme sec tandis qu'il traversait le patio. Les 2 gardes du corps le flanquaient comme des ombres. La conversation s'éteignit en plein milieu d'une phrase. Les coupes de champagne flottaient dans l'air, oubliées. La mâchoire de mon père se relâcha. Michael baissa son verre, le visage blême. La main d'Olivia s'agrippa à son bras comme si elle avait vu un fantôme. Grand-père monta sur la petite estrade à côté du quatuor à cordes. Sans un mot, il tendit la main et prit délicatement le micro des mains de ma mère. Elle n'opposa aucune résistance. Elle le fixa, les yeux écarquillés, comme si on lui avait volé l'air. Grand-père se tourna vers l'assemblée, sa voix calme mais empreinte d'autorité. Je n'allais rien dire, commença-t-il. Après tout, c'est un mariage, un jour de joie, un jour d'amour. Mais parfois, le silence est pris pour de la faiblesse. Et je pense qu'il est temps que les gens sachent la vérité. Un murmure parcourut l'assemblée. Mon père s'agita et tira sur son col. Michael fixait ses chaussures. Le regard de grand-père balaya la salle. J'ai bâti ce vignoble de mes mains. Je l'ai nommé en hommage à ma défunte épouse, Carmen. Je l'ai légué à cette famille, certain qu'elle en prendrait soin. Mais aujourd'hui, à mon arrivée, personne ne m'a accueilli. Personne ne m'a demandé où je devais m'asseoir. Au lieu de cela, on m'a placé près des poubelles, car c'était le message, j'étais jetable. Un pas haletant derrière eux. Quelqu'un murmura, « Oh mon Dieu !» Le regard de grand-père se posa froidement, délibérément, sur mes parents, et je compris le message sans l'ombre d'un doute. Ma mère retrouva enfin sa voix. «
William, s'il te plaît, tu fais un scandale. Ne gâche pas la journée de Michael. La canne de grand-père s'abattit sur l'estrade, la réduisant au silence. Le bruit s'écrésonna sous la verrière comme un coup de tonnerre. Gotcha. Non. Ce qui gâche une journée, c'est la cruauté déguisée en orgueil. Ce qui détruit une famille, c'est l'avidité dissimulée derrière des coupes de champagne. Tu crois que c'est moi qui fais honte? Sa voix monta, assurée et impérieuse. Non, c'est toi qui fais honte. Il marqua une pause, puis se tourna vers moi. Son regard s'adoucit et ses mots sortirent lentement, posément. J'ai bâti cet empire pour elle, dit-il en me pointant du doigt. Pas pour toi. Un silence de mort s'installa. Les fourchettes tintèrent contre les assiettes, les mains tremblaient. Les parents d'Olivia échangèrent des regards surpris. Tous les regards se tournèrent vers moi tandis que je me tenais près de l'arche, à demi caché dans l'ombre. Elle, lança Michael d'une voix brisée, incrédule. Tu ne peux pas être sérieux. Oh, je suis très sérieux, rétorqua grand-père d'un ton glacial. Elle était la seule à être venue me voir quand j'étais malade. La seule à s'être souciée de moi. Pendant ce temps-là, son regard balaya mes parents, puis Michael. Nous sommes trop occupés à colporter vos rumeurs. Elle est restée à mes côtés pendant les longues nuits, le visage de ma mère déformé par la colère. Mensonges. Elle n'est rien, mais elle est tout ce que vous n'êtes pas. Grand-père l'interrompit d'une voix tonitruante. L'assistance se tut, mais ce n'était pas un silence poli. C'était un silence pesant, haletant, lourd. Je sentais des dizaines de regards posés sur moi, mais cette fois, je ne broncha pas. Mes joues brûlaient encore du coup, mais la honte avait disparu. À sa place, quelque chose de plus fort, ancré dans le mouchoir de soie verte encore noué dans ma paume. Grand-père leva le micro, ses mots suivants fendant l'air comme une lame. Vous vouliez m'enterrer sous les ordures. Au lieu de cela, vous vous êtes enterré vous-même. Car la vérité ne pourrit pas dans l'ombre. Elle attend. Et maintenant, elle est là. Un instant. Personne ne bougea. L'air dans la salle de réception vitrée s'alourdit. Chaque invité resta figé, entre incrédulité et peur. Puis grand-père fouilla dans sa veste et en sortit une épaisse enveloppe couleur crème, scellée, la fameuse enveloppe. Il la brandit. Ceci, dit-il d'une voix assurée, est le testament, le vrai testament, signé, daté, attesté bien avant que vous ne tentiez de le falsifier. Un frisson parcourut l'assistance. Mon père sursauta, le visage blême. Ce n'est pas possible. Vous l'avez modifié des mois plus tard. Vous ne vous en souvenez pas. Grand-père plissa les yeux. Ou peut-être que si. Il ouvrit l'enveloppe avec une lenteur délibérée et en sortit les papiers épais. Datés de 2 mois avant ma maladie. Bien avant la pneumonie, bien avant la sédation, quand mon esprit était vif et ma main ferme, il souleva une page. Même là où j'étais, je reconnus sa signature audacieuse et ample, inimitable. Tu as dit à l'avocat que j'étais inapte, dit grand-père d'une voix fluette. Tu as falsifié un certificat médical pendant que j'étais alité à l'hôpital, te faisant confiance. Sa canne frappa l'estrade. Tu as volé, pas moi, elle. Des dizaines de regards se tournèrent vers moi. J'en eus le souffle coupé. Avant que quiconque puisse dire un mot, les portes de derrière s'ouvrirent en grinçant. Une silhouette en sweatshirt gris entra. Mon pouce accéléra. C'était Matteo, un ancien gérant du domaine viticole qui avait disparu après la restructuration du personnel par Michael. Il s'avança et sortit quelque chose de sa poche. Une clé USB scintillait à la lumière. « Je crois que ça vous intéresse », dit-il d'une voix posée, malgré ses mains tremblantes. Grand-père acquiesça, et l'un de ses gardes du corps s'empressa de brancher la clé au vidéoprojecteur de la réception. L'écran a vacillé, puis s'est rallumé. L'image était granuleuse mais nette. La chambre de fermentation était horodatée après minuit. Michael s'est glissé à l'intérieur, a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Un récipient à la main. Il s'est dirigé vers l'une des grandes cuves en acier, a dévissé le couvercle et a versé. Un murmure parcouru la foule. Quelqu'un a chuchoté. C'est ça? Oui, Matteo a dit solvant industriel. Il m'a payé $10 000 pour que je dise que c'était un accident. Je ne pouvais pas vivre avec ça. Sur l'écran, la silhouette de Michael s'est figée, prise au dépourvu au milieu du versement. Son visage, éclairé par la caméra de surveillance, était sans équivoque. Olivia a eu le souffle coupé et s'est couvert la bouche des 2 mains. Michael, non, a-t-elle chuchoté. Michael s'est levé d'un bond, le visage blême. C'est un coup monté, une vengeance familiale. Asseyez-vous, a sifflé un actionnaire du premier rang, d'une voix glaciale. C'est du sabotage de très, très, très haut niveau. Le visage de ma mère était déformé par la douleur. Vous ne comprenez pas. Nous protégions la marque, le nom de famille. Un nom, dis-je en m'avançant,
ma voix résonnant dans le couloir. Vous protégiez votre ego, et vous étiez prêt à tout empoisonner, même le dernier assemblage de grand-mère, juste pour garder le contrôle. Un silence s'installa. Pas le silence gênant, mais le silence pesant qui enchaîne les coupables. La voix de grand-père le brisa. J'avais confiance en cette famille. J'ai confié ce vignoble à vos soins, et vous m'avez payé avec des mensonges, des faux documents et du sabotage. Ça suffit. Il se tourna vers l'avocat assez. Côté. L'homme ajusta ses lunettes, s'éclaircit la gorge et brandit un dossier en cuir. À effet immédiat, lut l'avocat d'une voix ferme. William Hay a transféré tous ses pouvoirs légaux et son contrôle sur Hay Vignard à sa petite-fille Emily Hay. Le terrain, le vignoble et les actifs associés sont à son nom. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Les invités poussèrent des cris d'effroi. Certains applaudirent même discrètement, mais ma famille, ma soi-disant famille, restait assise là, anéantie. Les lèvres de mon père remuaient en silence. Les mains de ma mère s'agrippaient au dossier d'une chaise, les jointures blanchies. Michael semblait à s'effondrer. Grand-père leva sa canne et la pointa droit sur eux. Vous avez essayé de m'effacer. Vous avez essayé de l'effacer, elle, mais la vérité est inflexible. Peu importe l'argent que vous y consacrez, je suis ce que je suis. Et tandis que je restais là, le mouchoir toujours serré dans ma main, je sentis la honte du passé se consumer, remplacée par une force farouche, inflexible. Pour la première fois, je n'étais plus le paria. J'étais l'héritier. La salle de réception était devenue un cimetière d'illusions brisées. Les invités se tortillaient sur leurs chaises, des murmures s'élevant comme de la fumée. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer. Leurs instruments reposaient silencieusement sur leurs genoux. Michael explosa le premier. Il se leva d'un bond, la voix éraillée. C'est de la folie. Tout ça, ce sont des mensonges. Elle m'a trompé. Il m'a pointé du doigt, le visage rouge de colère. Emily ne mérite rien. Et elle a toujours été jalouse de moi. Dis-le-leur, maman. Dis-le-leur. Linda se tenait à côté de lui, son collier de perles tremblant contre son cou. Bien sûr qu'elle est jalouse. Elle n'a rien. Elle n'a jamais été rien. William, c'est de la folie. Tu es en train de détruire ta propre famille. J'ai fait un pas en avant, le cœur battant la chamade, mais la voix calme. Non, maman. Tu as détruit cette famille dès l'instant où tu as choisi les apparences plutôt que l'amour. Tu m'as battu devant tout le monde parce que je le défendais. J'ai pointé du doigt grand-père. Tu l'as traité comme un moins que rien parce que tu le croyais impuissant. Voilà qui tu es. Ses yeux se sont plissés, le venin dégoulinant de ses paroles. Tu n'as toujours pas ta place ici, Emily. Tu n'en as jamais eu. Quelque chose en moi s'est durci. J'ai relevé le menton et les regardé droit dans les yeux. Tout est tramps. Avant, je pensais être l'échec, l'étrangère, la honte de cette famille. Mais maintenant, je vois clair. Je n'ai jamais été la source de la honte. C'était toi. Un murmure d'effroi parcourut la salle. Une invitée, incrédule, secoua la tête, les mains crispées sur ses lèvres. Un autre murmura, « Elle a raison. Richard, mon père. » Avant de finalement bouger. Sa voix, faible et désespérée, se brisa. « Arrêtez ça. Vous allez tous nous détruire. » Emily, réfléchis à ce que tu fais. Je me tournai vers lui, la gorge serrée, mais les mots fermes. J'y ai pensé toute la nuit, toute ma vie, et je ne veux plus porter le poids de tes mensonges. La chaise de Michael grinça sous son poids lorsqu'il se jeta sur moi, les poings serrés. Un des gardes du corps de grand-père l'interrompit aussitôt, posant une main ferme sur sa poitrine. « Asseyez-vous, monsieur, » dit le garde d'un ton sec. Michael se figea, le souffle court, les yeux errant dans la pièce comme s'il cherchait une issue. Olivia, sa fiancée, était assise, pâle et tremblante. « Michael, dis-moi que ce n'est pas vrai, » murmura-t-elle, le mascara coulant sur ses joues. Mais Michael ne répondit rien. Son silence était plus éloquent qu'un aveu. De l'autre côté de la pièce, le père d'Olivia se leva brusquement, la voix glaciale. « Prenez la voiture. » Son regard se posa sur Michael avec dégoût. « C'est fini. » Le mariage tout entier était en train de s'effondrer. Les robes bruissaient tandis que les invités s'agitaient nerveusement. Quelqu'un murmura « Je n'ai pas signé pour ce cirque. » Grand-père frappa de nouveau le sol de sa canne, le bruit brisant la tension. « Ça suffit. » Sa voix tonna avec détermination. « Ce mariage est terminé. Aucun vœu ne sera prononcé tant que cette famille marchera sur un terrain empoisonné. » Le visage de l'officiant pâlit. Lentement, il referma le livre relié cuir devant lui. Le silence qui suivit fut suffocant. Et en un instant, la journée parfaite de Michael se brisa en 1000 morceaux. Lorsque l'officiant referma son livre d'un claquement sec, l'atmosphère sembla se transformer.
Les invités commencèrent à se disperser, marmonnant et secouant la tête, certains sortant en trombe, d'autres restant figés dans un silence abasourdi. Le mariage s'était effondré comme un château de cartes, et pour une fois, je n'étais pas celle qui restait sous les décombres. Grand-père posa une main sur mon épaule, calme et rassurante. Il est temps de laisser ce désastre derrière nous, Émilie, dit-il doucement. Ses paroles n'étaient pas empreintes de colère, mais de détermination. Plus tard dans la soirée, loin du chaos, je me retrouvai dans le jardin du bas, le havre de paix de grand-mère Carmen. Les roses qu'elle avait plantées étaient encore en fleurs le long de la clôture, embaumant le parfum même dans la fraîcheur du crépuscule. Je m'assis sur le banc de bois usé où elle avait l'habitude de fredonner en taillant les vignes, serrant contre moi le mouchoir vert que grand-père m'avait donné. La terre à mes pieds était sèche et craquelée. Je la fouillais encore du bout des doigts, juste pour me sentir plus proche d'elle. C'est alors que je remarquai quelque chose enfoui sous une boîte en fer rouillé. J'ai ouvert la boîte, le cœur battant la chamade, et à l'intérieur se trouvait une lettre enveloppée dans du lin, écrite de la main cursive si familière de grand-mère. Si tu lis ceci, Émilie, tu connais déjà la vérité. Ils n'ont jamais vu ta force, mais moi si. Cette terre appartient à ceux qui savent l'aimer en retour. Les larmes brouillaient les mots, mais je ne pleurais pas de douleur. Je pleurais de reconnaissance. Pour la première fois, j'ai senti sa voix à mes côtés, sa main guidant la mienne. Des semaines plus tard, le vignoble a repris vie, non pas avec des robes de créateurs et des toasts au champagne, mais avec des voisins, des ouvriers et des amis qui se souvenaient de ce que signifiait appartenir à un lieu. Nous avons dressé la table sous des lanternes de papier suspendues entre les oliviers. Du pain frais et du romarin reposaient dans des paniers rustiques. Les rires ont fusé, spontanés, authentiques. Je portais une simple robe bleu marine, sans fioritures, mais épinglée à ma poitrine, la vieille broche en forme de vigne de ma grand-mère. Tandis que je versais du vin dans les verres avec ceux qui travaillaient ici depuis des décennies, j'ai enfin compris ce que devait être une famille. Grand-père frappa du bout de sa canne l'estrade que nous avions construite près de la pergola. Il leva son verre, sa voix résonnante. Pour Émilie, expliqua-t-il, celle qui se souvenait du vrai sens de la famille. Ce vignoble ne m'appartient plus. Il lui appartient, car elle a choisi l'amour plutôt que l'orgueil. La foule éclata en applaudissements, les verres tintant en signe de solidarité. Je levai le mien aussi, mais ma gorge était trop serrée pour exprimer quoi que ce soit. Plus tard, alors que le jardin se vidait et que seule la lueur d'une lanterne subsistait, je marchais seul parmi les vignes. La terre crissait sous mes pas et l'air nocturne embaumait la terre et les promesses. Au pied du CEP principal se dressait une plaque que nous avions installée ce matin-là pour Carmen, pour ceux qui fleurissent après avoir été enterrés. Je touchai le laiton, puis la terre en dessous, et murmurai doucement « Merci d'avoir attendu ». Pour une fois, je ne me sentais pas comme une étrangère. Je n'avais pas honte. Je me sentais chez moi.